Bonjour, donc on va repartir avec le panorama des solutions pour l'industrie du futur, avec 3 présentations de solutions innovantes. Tout d'abord, donc Ineosense, donc par Olivier Guilbault. Ensuite, Tuito avec Jérôme Vial. Et puis enfin, Editag avec Frédéric Pitou et Thomas. Donc on va commencer sans plus tarder par Ineosense. Oui, bonjour, Olivier Guilbault. Donc, je vais vous présenter d'abord la société, un tout petit peu l'activité, et après je vais vous faire un focus sur un déploiement que nous avons opéré l'année dernière. Hop, on va essayer de prendre ça. Voilà. Ok, donc tout d'abord, l'IoT est pour moi une opportunité de changer la donne dans l'organisation de l'industrie. On appelle ça chez nous la 4e révolution parce que celle-ci permet d'adresser des problématiques d'organisation et d'optimisation de process qu'on n'avait pas encore anticipé dans la 3e révolution industrielle qu'on a appelée l'automatisation. Là, c'est une couche supérieure qui permet d'aller au-delà tel que je vais vous le présenter. Ineosense, c'est une société spécialisée dans la conception de capteurs industriels qui permet de venir collecter des informations au plus proche des processus afin d'en améliorer l'organisation et d'améliorer les profits, diminuer les pertes. On s'est spécialisé sur 3 cas d'usage qui nous semblent les plus importants dans le domaine de l'industrie. L'asset tracking, qui consiste à venir suivre toute une flotte d'équipements mobiles. Ça peut être des emballages, des pièces, des outillages qui sont disséminés dans l'industrie et qui, à un moment donné, est important de pouvoir identifier et localiser dans l'organisation. Tout ce qui est sécurisation des process, donc c'est tout ce qui est indicateur qui va permettre d'améliorer le processus, donc tout ce qui va être de nature à altérer un processus ou la sécurité des personnes qui opèrent ce processus va être intéressant d'être identifié et de collecté. Et un 3e domaine qui est l'énergie monitoring, mais lié à des fins de maintenance prédictive. Donc les 3 domaines sont des domaines qui sont adjacents, sur lesquels on va pouvoir trouver des applications qui sont à la frontière de l'une ou de l'autre, sachant qu'Ineosense fait des produits et fournit des solutions pour les 3 verticaux, les 3 cas d'usage que je viens d'évoquer. On est spécialiste de la partie microélectronique et électronique embarquée, donc c'est-à-dire le capteur qui vient au plus près du processus. Derrière, ces données-là sont poussées vers des serveurs d'application et traitées par des logiciels spécialisés, soit du client, soit de fournisseurs de services en la matière. Donc à chaque domaine se trouve aussi un ROI, c'est ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire une justification et une économie de process, que ce soit sur la compétitivité, sur la performance ou sur la dimension RSE. Ces objets connectés vont pouvoir améliorer l'organisation et se justifier par eux-mêmes. Donc pour adresser ces 3 verticaux, on a développé un ensemble de produits. Alors j'en ai amené un qui correspondra au cas d'usage dont je viens de parler. Ça vous illustre un tout petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes d'électronique embarquée et un capteur. Ça, c'est un capteur qui va être capable de transmettre de l'information à 2-3 km de portée, qui va durer 5 à 10 ans de durée de vie sur pile, et collecter un certain nombre de données environnementales. Alors ça peut être de la vibration, du choc, de la position GPS, de l'hygrométrie, de la température, c'est des choses en option. Donc ça, c'est un traceur d'activité, par exemple. On a des cellules électroniques, on a des cylindres connectés, on a des détecteurs de présence, mais aussi des capteurs d'environnement. Donc des différents types de produits qui vont répondre aux problématiques métiers que j'évoquais tout à l'heure, que sont liées à la sécurité des process, à l'inventaire des objets et à la collecte des données liées à la maintenance prédictive. Alors, parlons maintenant du cas d'usage, parce que là, on a parlé de façon très macroscopique de ce qu'on est capable de faire. On avait une problématique d'organisation industrielle dans un environnement qui semble déjà très automatisé. C'est une usine de fabrication de pièces automobiles qui est complètement automatisée.
Donc cet atelier était déjà organisé en flux tendu avec zéro stock et on rentrait d'un côté quelque part les rouleaux de tôle et on sort des voitures de l'autre côté. C'est vraiment le contexte de l'usine dans lequel on a eu à travailler. Et d'ailleurs, la première fois où j'ai visité cette usine, j'ai dit mais comment les objets connectés peuvent encore apporter quelque chose alors que cette usine est entièrement automatisée avec des robots, avec des convoyeurs, avec tout un tas de choses qui sont déjà anticipées dans l'organisation industrielle. Il y avait une problématique qui était identifiée, c'est qu'à un moment donné, le fait d'avoir un flux complètement continu, on n'avait pas forcément une maîtrise de ce qui était écarté des flux de production, notamment en termes de contrôle qualité. On était obligé de fabriquer en série complètement, donc il n'y avait pas de rupture de chaîne. Donc à un moment donné, dans un monde idéal, ça marche très bien, mais on a toujours des ruptures de matière, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour lancer toute la série. Donc cette façon de voir du just-in-time, poussé à son extrême, posait un problème in fine, parce que la moindre rupture de pièce, à un moment donné, créait des arrêts de chaîne plus loin. Donc l'idée de cette fabrication tout en îlot, tout en flux continu, posait un problème d'organisation. Donc un problème d'adaptabilité quelque part aux matières disponibles à chaque étape de fabrication du véhicule. Donc ça, c'était la problématique qu'ils avaient identifiée. Il y avait des contraintes d'environnement qui étaient très fortes. C'est que cette organisation industrielle, malgré qu'elle soit complètement automatisée, est super flexible. C'est-à-dire qu'ils arrêtent le flux de production et ils changent de modèle de fabrication et ils doivent réagencer entièrement les ateliers. Donc il fallait proposer une solution pour améliorer la problématique exposée, excessivement souple pour être monté, démonté, reconfiguré, ajusté à une organisation d'atelier très flexible. Il y avait un environnement, comme vous le voyez sur les quelques photos qui ont été mises, excessivement métallique dans tous les sens. Et on n'avait pas de câblage à faire. Donc, c'est-à-dire pas de câblage, forcément des solutions entièrement radio dans un environnement hostile pour la radio. Donc, ça, c'était la big picture de la problématique, sachant qu'on devait être en matière d'améliorer la problématique exposée ici. Donc, quelles étaient les fonctionnalités attendues du client? Tout simplement, c'était de pouvoir avoir une visibilité plus fine de ce qui se passait au niveau de chaque étape des ateliers. Donc d'avoir une comptabilisation des pièces disponibles par chaque emballage. Donc ici vous voyez ce qu'ils appellent les emballages. Donc ce sont des palettes spécifiques sur lesquelles sont stockées les pièces. Et sachant que le nombre de pièces disponibles par emballage n'est pas connu a priori parce que c'est des robots qui font le chargement. Ça dépend de temps de cycle, ça dépend de temps de passage. En fonction de rebut, qualité, vous pouvez avoir des pièces qui étaient enlevées ou pas. Donc il y avait un manque de visibilité flagrant de ce qui se passait au niveau de ces emballages-là. Et ces emballages-là étaient entreposés à différents points de stockage et sans savoir exactement combien était stocké à chaque emplacement pour ces pièces. Et il y avait de plus une partie qui était complètement automatisée par des convoyeurs qui était en plus croisée par des logistiques de chariots, par des transpalettes, donc des sortes de Fenwick qui étaient pilotés par des opérateurs qui venaient perturber le flux. Donc là, il s'agissait de rendre tout ça automatique, c'était de pouvoir comptabiliser efficacement le nombre d'emballages sur chacun des sites de stockage, mais aussi comptabiliser et identifier le nombre de pièces disponibles sur chacun des emballages et identifier les mouvements hors flux, ce qu'on appelle le mouvement hors flux, qui étaient opérés par les opérateurs. Donc ça, c'est les 3 fonctions qui nous ont été demandées en complément de tout ce qui existait déjà sur le site. Oh, là, je suis allé un peu trop vite. Donc, qu'est-ce que nous avons proposé pour ce faire? On a déployé ce qu'on appelle une solution de géolocalisation, géofencing indoor à base d'une solution LoRaWAN. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec la technologie LoRaWAN. C'est une technologie radio qui a
quelques vertus, on va dire, parce que c'est une technologie ouverte d'une part, donc on peut faire des déploiements en mode ce qu'on appelle privé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter une licence ou de prendre des abonnements. On met une gateway comme un point Wi-Fi, c'est un point LoRa, mais qui a une portée de plusieurs centaines de mètres dans l'environnement de l'industrie. Donc c'est très avantageux parce que ça veut dire que la mise en place de l'infrastructure de collecte des données va être très peu onéreuse et très facile à déployer. Donc sur le site en question, pour 300 000 m², on a mis 3 gateways LoRaWAN pour couvrir l'intégralité de l'usine, sachant qu'il y a de la redondance avec ces 3 gateways. On aurait pu en mettre une et demie, on va dire. On n'a pas trouvé la virgule. Avec 2, ça marcherait. On a mis une 3e pour avoir une bonne redondance. L'avantage de travailler en réseau privé, c'est aussi la notion d'apporter de la sécurité, parce que toutes les données restent en local. On n'a pas d'ouverture vis-à-vis d'un opérateur ou vis-à-vis d'un réseau public qui pourrait créer une certaine faille. La couverture, entendu, j'en ai parlé. Et c'est aussi un standard, parce que même si nous, on utilise effectivement cette technologie-là, il y a beaucoup de fournisseurs qui utilisent cette technologie-là, et on peut utiliser cette infrastructure de collecte pour collecter d'autres types de données que celles qu'on propose pour tracer les emballages dont je vous parle aujourd'hui. Ensuite, on a déployé des systèmes de géofencing. Alors, la notion de géofencing, c'est l'idée de pouvoir localiser dans les différents points stratégiques de l'usine des équipements sur des emplacements qui sont névralgiques pour l'organisation. Donc, pour ce faire, on a déployé, comme vous voyez ici, alors je vais essayer de montrer la souris ici, voilà, donc des zoneurs. C'est un équipement mobile, autonome en énergie, qui crée une bulle radio de géofencing. Donc tous les emballages, donc on voit ici là un zoom de cet équipement-là qui est en fait positionné ici sur cette grille-là, et on paramètre cet équipement-là pour faire une bulle autour de cet équipement pour détecter la présence des emballages, et on en voit un juste ici avec un certain nombre de pièces dessus. Donc grâce à cela, on est capable d'identifier et de comptabiliser cet emballage qui au préalable a été chargé sur ce qu'on appelle un palettiseur qui va être détecté en entrée-sortie avec 2 équipements de géofencing, et on est capable, grâce à cela, de détecter le temps de passage sur ce palettiseur, ce qui nous permet de déterminer automatiquement le nombre de pièces qui vont être entreposées sur l'emballage. Ça nécessite donc ici une mise en œuvre d'une solution très flexible. On voit que la mise en œuvre, elle est facile, hein. C'est même fixé avec des colliers Rilsan simplement sur des montants métalliques. Donc on ne peut pas faire plus simple que cela. Ça nécessite donc aucun câblage. Ça permet d'avoir une forte réactivité de détection, parce que lorsque vous avez un convoyeur et un palettiseur avec une entrée-sortie qui sont à moins d'1 mètre l'un de l'autre, être capable de détecter l'entrée-sortie nécessite effectivement une forte réactivité du système et une bonne sélectivité pour pouvoir éviter des confusions d'entrée-sortie si on ne détecte pas dans les bons timings. Donc ça s'appuie sur une première solution de ce type-là. Après, ensuite, on a effectivement équipé l'ensemble des emballages spécifiques qui naviguent dans l'usine. Donc ça, c'est le traceur qui est positionné sur les différents emballages. Là, on en voit quelques-uns en stockage. Et c'est lui qui va donner toute la donnée et créer la donnée utile à l'exploitation. C'est-à-dire que ce traceur va, à chaque fois qu'il arrive dans une zone de géofencing, se déclarer et déterminer son heure d'arrivée, son heure de départ, et permettre des inventaires de zones pour faire automatiquement la collecte du nombre d'emballages disponibles dans chacune des zones et leur temps de passage. Donc ça nécessitait là un produit qui soit absolument robuste, donc il est IK08. Alors pour ceux que ça parle, c'est des choses qui peuvent être jetées au sol, ils sont étanches, résistants aux graisses, parce que vous imaginez bien qu'un traceur, un équipement électronique dans cet environnement est exposé à énormément de risques industriels. Une forte autonomie, parce qu'il ne s'agit pas d'intervenir toutes les 5 minutes. Un objet de ce type-là coûte quelques dizaines d'euros aujourd'hui. Le coût de l'installation d'un produit de ce type-là coûte plus cher que le produit lui-même. Donc, plus on repousse la date à laquelle on va être obligé de changer la pile, plus on amortit facilement la solution. Et c'est vraiment un point sur lequel nos clients sont très exigeants. Et après, on fournit des compléments de service qui sont la possibilité d'identifier
précisément un emballage parmi N qui serait dans un lieu de stockage. Imaginons qu'on a repéré un défaut récurrent lié à une pièce qui est transportée par l'emballage interne ou par un lot de pièces, c'était déjà arrivé, parce qu'il y a un emballage qui a été déformé par un cariste qui l'a mal transporté. Ça peut voiler les pièces et donc on va vouloir retrouver un emballage parmi N parce que celui-ci a été identifié comme un emballage qui génère du défaut. Donc grâce à ça, on va pouvoir aller demander à un traceur de se mettre à clignoter, ce qui permet à un opérateur d'identifier l'emballage qu'il doit opérer parce qu'il y a un problème de maintenance, ou tout simplement parce que c'est une priorité, et il doit trouver parmi sa zone de stockage, où vous voyez bien que là ici on voit des pièces qui se ressemblent tous, mais en fait c'est des emballages qui ont des cycles et donc des ordres de fabrication qui peuvent être différents. Donc à un moment donné, quand on est dans des zones de stockage qui sont opérées par les opérateurs, l'opérateur doit à l'instant T, en moins de 3 secondes, être en mesure de faire clignoter les emballages qui correspondent aux pièces qu'il doit opérer. Donc cette capacité d'interaction dynamique avec l'emballage était aussi un point favorable, complémentaire qu'on a apporté, même si ça ne faisait pas partie du cahier des charges à l'origine. Donc pour résumer, qu'est-ce que la solution a apporté? On était en mesure de détecter la présence des emballages ou des palettes en moins de 5 secondes dans leur lieu de passage de zone de géofencing. Ça, c'était quelque chose qui était très important vis-à-vis des cycles automatisés qui sont autour de notre process. La capacité d'avoir des zones de géofencing très ajustables. C'est-à-dire qu'on était parfois contraint de détecter des choses qui passaient sur un pallettiseur, donc à très faible distance, donc être en mesure de détecter cette zone de quelques mètres, mais des fois on avait des zones de stockage de plusieurs centaines de mètres. Donc pour déployer la solution très rapidement, il fallait avoir une capacité de s'ajuster et de créer des zones de localisation à géométrie variable. Il fallait pouvoir identifier sans risque à 100% les palettes quand on les chargeait sur les Fenwick. Donc ça, on a mis en place une sorte de géofencing mobile, c'est-à-dire qu'on a mis des traceurs, des équipements de géofencing sur les cars, sur les transpalettes, ce qui permettait d'automatiquement savoir quelles palettes ont été opérées par tel opérateur. Donc on avait une identification automatique des opérations manuelles et des inventaires disponibles mis à jour toutes les 5 minutes au niveau des zones de géofencing. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une autonomie de plus de 6 ans malgré l'interactivité. Parce que c'est ce qui est souvent difficile à obtenir dans ce genre de solution, c'est la combinatoire de forte réactivité et longévité des piles. Parce que ce qui veut dire réactivité, ça veut dire que le système doit être très à l'écoute des échanges radio et des interactions système, tout en préservant la durée de vie de la pile. Donc au bout du compte, le client, il a constaté une diminution très significative des arrêts de cycle liés au manque de matière en amont, parce qu'avec ça, il maîtrisait beaucoup plus ses stocks intermédiaires dont il n'avait plus la visibilité. Une optimisation des temps de cycle d'emboutissage. Aussi, il s'est permis de réorganiser ses lancements d'ordre de fabrication en termes d'emboutissage et pour améliorer ses chutes matière, parce qu'il optimisait plus ses découpes en fonction non pas des flux de production, mais en fonction de ce qu'il avait à produire au global et non pas sur ce qui était en ligne. Un délai global sur la chaîne, parce qu'on a équipé des chaînes d'emboutissage essentiellement, un lead time de 15% amélioré. Et derrière, ils ont commencé, alors c'est que le début, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure pour ceux qui m'ont écouté sur la conférence d'avant, sur la capacité de remonter des données complémentaires qui vont être exploitées au niveau de ce qu'ils appellent le data lake, c'est-à-dire la globalisation des données qu'ils ont au niveau de leurs automates pour bonifier l'information au sens global. C'est-à-dire là, on a adressé une problématique très précise qui était le e-Kanban, automatiser la donnée des stocks intermédiaires, mais au-delà de ça, ils imaginent pouvoir aussi tirer bénéfice de ces données-là au niveau de l'organisation globale de leur process. Voilà ce que j'avais à dire sur ce cas d'usage. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je suis désolé, j'ai pas de gadget IoT connected. On ne fait pas ça. On va être obligé de parler du facteur humain. Facteur humain. Bien sûr, je vais tout faire, je vais cliquer. Merci.
Donc effectivement, Tuito, donc nous, on est plutôt sur la partie, on va dire, UX Design Lab, donc l'interface, l'IHM, l'interface, et j'aime aussi parler de l'interaction de l'homme avec la machine. Donc c'est vraiment l'idée de remettre un peu, de penser au facteur humain autour de toutes ces données qu'on collecte, toutes ces informations qu'on veut amener, et de comment l'homme aujourd'hui prend du plaisir ou va commencer à interagir avec sa machine. Bon, c'est très facile de côté Steve Jobs, parce qu'on sait à peu près qui c'est. Donc on parle vraiment du design où on s'attache dans la culture, on va dire, globale. On se dit que le design, c'est vraiment la notion de à quoi ça ressemble, comment on le ressent, mais c'est aussi la notion de comment ça fonctionne. Et vraiment, il faut se dire qu'aujourd'hui, dans l'interaction machine, il faut vraiment retravailler au fonctionnement parce qu'on demande de plus en plus. Donc, Tuito, nous, on est une jeune société, on est basé à La Ciotat. Donc, on vient du monde du consumer électronique, plutôt de la partie interface utilisateur sur tout ce qui va être télévision, expérience utilisateur autour de ces interfaces. Le design industriel, donc là on travaille vraiment sur la partie console. On évoquait tout à l'heure avec Inuit sur les passerelles bateaux, les écrans qu'on peut retrouver là-dessus. Donc il faut repenser l'ensemble de l'ergonomie de l'outil. Donc c'est pour ça que nous on travaille aussi sur la partie design industriel, et on travaille beaucoup dans les marchés, on va dire, à forte contrainte. On va beaucoup travailler sur le médical aujourd'hui. On a travaillé avec des intégrateurs systèmes sur la marine, les chantiers comme X-Blue, où on a dessiné avec eux certaines interactions et écrans interactifs pour la passerelle du futur, la passerelle, le fameux projet Passion. Et donc on a avec nous, pour nous soutenir, on a des industriels qui peuvent venir de l'électronique, de la tactile, aujourd'hui un industriel comme Advanced Silicon, un industriel en Suisse qui fait de l'électronique tactile, qui nous... C'est un faux coronavirus, donc il faut quand même être prudent. Donc voilà, donc nous on travaille avec tout un tissu d'industriels, et nous on est vraiment sur la partie UX, UI, interaction. J'aime bien insister sur la partie interaction plutôt que la partie juste l'interface. On en discutait tout à l'heure. Il faut aussi penser à comment l'homme va interagir. Pourquoi on en est là? Parce que effectivement, nous, on a beaucoup travaillé sur la partie interface utilisateur dans le consumer électronique, mais on voit avec les data, les données, on amène de plus en plus de flux de données, de flux vidéo, de flux d'informations. Et donc, on veut qu'un opérateur présent avec le Edge ou le cloud, ou un opérateur distant avec le cloud, puisse manipuler toutes ces informations. Il faut qu'il les visualise, il faut qu'il décide, il faut qu'il les transfère, il faut qu'il la distribue, et on lui demande d'agir. Donc à un moment, il faut quand même que l'outil qu'on donne à cet opérateur face à l'accumulation de flux d'informations et de flux vidéo qu'on lui donne, il faut quand même qu'on lui donne un outil qui l'engage à toutes ces manipulations. C'est pour ça qu'on veut travailler sur... donc on parle d'interaction homme-machine. Donc vous voyez que là, on n'a pas tout à fait les mêmes types d'interaction homme-machine. Bon, vous voyez là, c'est un public particulier. Là, vous avez aussi un public particulier dans un environnement contraint, stressant, où il va falloir gérer comment on interagit par rapport à certaines lumières. Il y a beaucoup d'informations. Là aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'informations distance, il y a beaucoup d'informations à disposition proche. On a évoqué le monde industriel un peu plus tôt. Bon, là, c'est du collaboratif. Comment on fait pour gérer ces informations de manière collaborative et que tout le monde puisse accéder aux mêmes informations. Et là, quand même, un des phénomènes aussi qu'on retrouve souvent, c'est que la même information va se retrouver sur plusieurs types d'écrans pour différents opérateurs. Donc un opérateur sur le terrain, il aura un écran mobile sur lequel il doit gérer une information, et un écran, et le superviseur ou à distance, on aura un autre écran, mais comment on traduit l'information pour ces deux personnages dans leur situation. Donc c'est vraiment la cohérence de l'information à travers les différents postes et les différentes décisions qu'on a à prendre. Dans le UX design, on connaît tous un petit peu le parcours utilisateur. Donc là, on voit un petit peu ce qui se passe entre, je pense que c'est la navette Challenger et la navette SpaceX de notre ami Elon Musk. Enfin, pas personnellement, mais qu'on connaît bien. Et donc, on voit vraiment le travail qui a été fait sur
sur le parcours utilisateur, qu'est-ce que l'opérateur, cosmonaute, spationaute, astronaute doit avoir comme information. Là, on revient à l'Agence spatiale européenne, où on voit, on voit un opérateur, 4 écrans, 4 claviers, peut-être éventuellement 4 souris. Je ne sais pas si c'est un outil avec lequel il a plaisir à travailler, versus un outil qu'on peut penser différemment, qui est peut-être pas encore complètement déployé, mais qui nous montre comment on peut penser un poste de manière un peu plus intelligente et adaptée. Dans l'UX, vraiment la nécessité de contextuel. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire une interface ou une interaction, de définir une interaction pour un opérateur dans une situation particulière. Parce qu'on ne peut pas... après, ça dépend de certains environnements, mais si je prends on évoquait la reconnaissance vocale un peu plus tôt, si j'ai mon dit Siri et que je lui demande quelque chose et qu'il se trompe, c'est pas très grave. La reconnaissance vocale ou les choses qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place dans certains contextes, si on doit éliminer du bruit parce qu'il y a de la reconnaissance vocale, mais on doit éliminer les bruits, si on doit mettre de l'haptique sur l'écran, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'haptique sur les téléphones, mais c'est le moment où l'écran vous donne l'information qu'il a compris que vous lui avez donné une information, donc il y a une vibration, c'est comme pousser un bouton, mais il n'y a pas de bouton. Donc ce genre de choses. Donc ça c'est de l'haptique, typiquement vous le mettez dans les véhicules. Parce que vous voulez appuyer sur le bouton, mais vous ne pouvez pas rester l'œil sur le bouton pour être sûr que c'est accepté. Et donc il y a le phénomène de l'haptique où vous mettez le bouton, vous pouvez regarder la route, et l'écran va vous renvoyer un écho pour vous dire j'ai compris que vous avez appuyé sur ce bouton. Donc ça fait partie des choses là. Et puis nous, on a beaucoup travaillé, grâce avec nos partenaires, aussi à l'idée d'amener des objets tangibles sur les écrans qui vous permettent, donc c'est essentiellement des boutons rotatifs aujourd'hui, mais on a d'autres éléments, qui vous permettent de manipuler une information de manière plus précise que juste la notion d'écran tactile. Si vous devez manipuler une information sur un écran tactile, encore une fois, vous êtes obligé de la regarder. Et en plus, parfois, ce n'est pas très précis. Et là, donc, avec un objet tangible, vous pouvez mesurer ce que vous faites. Donc, là, on veut vraiment travailler sur la notion de performance, la notion de productivité, l'engagement. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on veut donner un outil à un opérateur sur lequel il a envie de travailler. On reparlait avec Inuit, on parlait de la plateforme qu'ils avaient faite. On veut donner un outil où l'opérateur a envie d'aller, qu'il a envie d'utiliser. Parce que non seulement cet outil vous donnera des informations sur l'exploitation, enfin, c'est vraiment un outil important. Donc c'est vraiment la notion d'engagement et on veut, comme nous tous, je veux dire, quand on va au boulot, on a envie d'avoir un outil qui nous fait plaisir d'utiliser. C'est pas trivial d'avoir quelque chose dans les mains qu'on a envie d'exploiter. Et donc la gestion des risques est très très important, la notion de l'évolutivité. C'est-à-dire que c'est un outil qui va évoluer avec le temps, avec l'usage. Vous allez apprendre, autant que le machine learning, il y a le human learning, et vous apprenez ce que l'outil va faire et l'interface va pouvoir faire pour vous. Et typiquement, ça vous le savez dans notre vie de tous les jours, une interface intuitive peut être invisible, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes sur un site internet, il est très bien fait, vous ne vous en rendez pas compte. Si le site internet est mal fait, là vous en rendez très très vite compte et vous ne revenez pas tous les jours. Donc il faut vraiment que la notion de l'interface soit intuitive, qu'il y ait un vrai plaisir de s'engager dedans et de ne pas le sentir. Je pense, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de design thinking, donc vraiment c'est assez simple, enfin, c'est vraiment la partie d'empathie, de définir, la partie prototypage, itération, les tests et après l'implémentation, et puis c'est un cercle qui se répète en permanence. Et comment on fait ça, nous, chez Tuito, c'est des formules qu'on connaît bien. L'observation in situ, donc la participation de tous les acteurs, donc c'est l'équipementier ou le système intégrateur, mais aussi l'opérateur final qui va participer, qui va nous dire comment l'outil va être utilisé. La partie idéation avec, encore une fois, tous les acteurs, les sketching, les tests, vraiment la partie la plus importante. Le design et le développement hardware, donc là c'est une console médicale sur laquelle on a travaillé, et puis là c'était une IHM plutôt de test, où on incluait du multipoint et un bouton rotatif pour naviguer dans la profondeur de l'image du scanner. Où là vraiment c'était du image par image, ce qu'on n'arrivait pas à faire avec purement du tactile.
même scénario, enfin même process sur la partie de notre service ou de ce que font les design, dans le design thinking, dans le design et la conception. On a des consoles marines où on a la chance de pouvoir sourcer des écrans assez spécifiques qui peuvent être embarqués sur les bateaux, qui ont cette... donc on en est là. Ça, c'est une console médicale. C'est le fameux écran pour X-Blue, qui était un très très grand écran tactile. C'est vraiment le poste de pilotage qui est devenu sur la passerelle Passion, qui est un immense écran tactile avec deux écrans de 43 pouces derrière. Et là, une démo, un sketching qu'on avait fait pour de l'aérien, pour les tours de contrôle. Là où nous, peut-être, Tuito, on essaye de se démarquer un petit peu, on essaye d'apporter juste un tout petit peu plus, c'est la partie multimodalité. Donc là, vous reconnaîtrez Tom Cruise dans le fameux Minority Report. Et c'est vraiment la notion de dire l'interaction aujourd'hui, on a l'habitude dans le consumer électronique aujourd'hui, dans nos téléphones, dans nos set-top box à la maison, on parle à nos télés, on parle à nos télécommandes, on parle à OK Google, les Alexa et autres Siri. Donc on veut intégrer tous ces modes d'interaction. Pourquoi ? Parce que ils sont naturels, la voix est un élément naturel de commande par rapport à la machine, on pense. Après, il faut traiter la notion de bruit, il faut traiter la notion de commande, il faut traiter la notion de langage naturel, de langage lexique, de ce genre de choses. Mais bon, il faut voir ça. Donc l'interface vocale est importante. L'haptique, encore une fois, je reviens sur ça, parce que ça, c'est très important dans certains contextes. Et encore une fois, toujours dans la notion, je n'ai pas besoin de regarder l'écran pour comprendre qu'il y a un ordre qui a été donné. Physique tangible, parce que certains opérateurs sont dans des positions où ils sont en affichage tête haute, où ils doivent regarder par la fenêtre et ils doivent manipuler quand même une information, donc il leur faut un retour physique, ils ne peuvent pas juste balader un doigt sur l'écran. La reconnaissance faciale, et je m'arrêterai peut-être plus sur la reconnaissance faciale dans le premier étude qu'on a faite, c'est la reconnaissance faciale. Vous reconnaissez l'opérateur, il a un certain nombre d'accès. Voilà, ça a été ça, l'opérateur est là, il a un certain nombre d'accès, c'est un autre opérateur, il a d'autres accès. L'émotionnel, on a vu dans les voitures, BMW, Audi, certains constructeurs allemands mettent de la reconnaissance émotionnelle pour dire vous êtes fatigué, ils disent bon, ça serait bien que vous arrêtiez, que vous garez la voiture et que vous faites autre chose. Reposez-vous. C'est la même chose pour un opérateur. Vous regardez aujourd'hui, on veut des grutiers pour des grues autonomes. Donc c'est un gars qui sera dans une cabine très loin de sa grue, et on va le laisser manipuler des grues pendant un certain temps. On va dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, on voudrait savoir dans quel état émotionnel il est et si l'interface le frustre ou pas. La gestuelle, c'est la commande donc sans toucher l'écran. Donc, crise sanitaire oblige, on s'est posé beaucoup de questions sur comment gérer le contact avec la navigation dans l'écran sans le toucher. Croyez-moi, ça, c'est fatigant. Si vous laissez vos bras en l'air pendant 2 heures pour manipuler une information dans un écran, c'est hyper fatigant. Il y a d'autres solutions sur lesquelles on travaille. Et l'oculumétrie, qui est vraiment le suivi des yeux, eye tracking. Où là, vous pouvez aller chercher des informations qui sont loin, les ramener plus proches, ce genre de choses. Voilà, c'est à peu près tout le travail qu'on fait nous chez Tuito. Et puis je vous remercie. Et merci au pôle SCS en tout cas. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Frédéric Pitou, je suis PDG de la société Ditag, et Thomas Crozat qui on va être deux à vous présenter. Alors on va réconcilier un peu le monde de l'IoT et puis l'humain au cours de cette présentation. Donc Ditag, qui sommes-nous ? On est une PME industrielle innovante, on est basé en France, à Aix-en-Provence, pas très loin. On a un bureau de vente en Allemagne. On a plus de 15 ans d'expérience en RFID et IoT. On a des brevets au niveau international. Et aujourd'hui, notre territoire, notre zone de chalandise est fortement européenne, avec quelques incursions en Amérique du Nord, où on espère ouvrir l'année prochaine. Nos plans sont un peu décalés compte tenu de la conjoncture, mais on espère encore ouvrir l'année prochaine une filiale. On est présent dans le domaine industriel, sur de l'industrie manufacturière. Donc nous, partout où il y a un flux discret, des trucs qui bougent, ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on est présent dans le secteur automobile. On est solution de référence du groupe PSA, par exemple. On est aussi présent chez Valeo, Opel, Renault, Volvo. Donc dans le monde automobile, dans l'aérospatial,
dans la logistique et puis dans le manufacturing au sens large du terme, avec des secteurs un peu différents comme le luxe, la haute horlogerie, la cosmétique, le semi-conducteur et de l'industrie de services. Et on a été retenu, on est présent dans le showroom de SAP pour les solutions best in class en industrie 4.0. Du coup, notre vision, elle arrive bien après Twito, c'est de réconcilier justement l'humain avec les capteurs. Donc c'est de vraiment simplifier les opérations sur le terrain. Depuis la fin des années 50, vous avez un grand mouvement autour du Lean, qui est tout ce qui est mesuré et surtout simplifier les opérations pour gagner en productivité. Depuis l'arrivée du numérique, il y a un autre mouvement qui s'ajoute à tout ça, qui prend maintenant le nom de Industrie 4.0. Et tous ces mouvements, on va dire, s'intéressent à la même chose, qui est gagner en productivité en simplifiant les opérations, en faisant toujours mieux. Un petit quiz. Un petit quiz, oui. Un petit quiz. Vous connaissez sûrement le Lean. Donc là, vous avez une opération, un Gamba Walk probablement, en tout cas une réunion sur le terrain quotidienne. Donc vous voyez que c'est Lean. Mais est-ce que c'est digital? Bon, il y a un gros budget post-it sûrement, mais c'est pas très digital. Et de même, des opérations digitales, mais pas du tout Lean, puisque vous venez charger les opérations des opérateurs pour collecter de l'information. Chez Editag, on a décidé d'apporter une réponse à tout ça en digitalisant le geste métier. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir capturer automatiquement les informations des opérations le plus simplement possible, et on va aussi apporter de l'information au bon moment. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire de manière le plus automatique possible, capturer tout ce qui est mouvement, position, des ouvertures, fermetures, des boutons, des franchissements de zone et des entrées-sorties. Et donc c'est pour ça que notre slogan chez nous, c'est Lean et connecté, c'est-à-dire toujours dans cette mentalité de simplification, on va venir utiliser la connectivité pour faire ça le plus simplement possible. Cette méthode, cette vision, on l'a appliquée au domaine du suivi des flux matières, c'est-à-dire qu'on va traiter très spécifiquement quatre sujets qui sont tout ce qui est kitting, préparation de commandes, tout ce qui est géolocalisation d'encours et d'équipement, tout ce qui est alerte en don, alerte approvisionnement, partout où vous avez besoin de remonter des informations instantanées sur un processus, et tout ce qui va être usine digitale, tout ce qui est numérisation des opérations, usine sans papier. Pour ça, on a inventé ce qu'on a appelé, nous, le Moontag. Donc c'est un IoT qui est hybride et modulaire. Alors je vais vous expliquer pourquoi hybride et pourquoi modulaire. Le Moontag, c'est composé de deux choses. Première brique, donc un Moontag Sensor, qui est un capteur actif, donc un capteur intelligent qui va embarquer toute une série de technologies et qui va être capable d'interagir avec les personnes. À ça, on ajoute un Moontag ID qui est ni plus ni moins qu'un tag RFID renforcé. Et en fait, la particularité, c'est que notre technologie va pouvoir combiner le meilleur des deux. C'est-à-dire que notre capteur actif est capable de se fixer automatiquement sur notre Moontag ID, donc capteur RFID, tag RFID. Et donc vous allez pouvoir bénéficier des deux technologies en même temps. Et c'est ces deux technologies qui, combinées, vont pouvoir faire ce qu'on appelle un Moontag, donc un capteur hybride qui associe de la RFID passive et des technologies actives, et qui va pouvoir embarquer toute une série de technologies radio de façon modulaire. Donc en fonction du cas d'usage, si vous avez besoin, vous allez pouvoir avoir du Bluetooth, du NFC, du LoRa, du LoRaWAN, du GPS. En fait, c'est les exemples des principales technologies qu'on utilise, mais ce n'est pas limitatif. Donc voilà, c'est une technologie qui est complètement ouverte et qui est conçue pour venir s'insérer de manière complètement naturelle dans les opérations de production, surtout sur la gestion de flux. Et pour faire ce qu'on appelle du coup chez nous de la capture ligne d'événements. Alors Moontag, ce n'est pas bien sûr qu'un seul capteur, c'est une famille de capteurs qui vont être adaptés en fonction du cas d'usage. C'est des capteurs qui sont intelligents, qui ont une capacité de pouvoir mettre en œuvre ou digitaliser même de manière automatique des petits processus. Par exemple, là, ce qu'on vous met en exemple, c'est tout ce qui est saisie d'informations. Vous avez beaucoup d'opérations où les opérateurs doivent se connecter à un ordinateur ou un appareil juste pour informer qu'ils ont bien fait tel ou tel processus ou indiquer si leur composant a pris telle voie ou telle voie.
Là, on fait directement sur le capteur, c'est fait de manière automatique. Et bien sûr, on va venir chercher toutes les informations dont je vous parlais tout à l'heure. Donc mouvement, position, entrée-sortie, fermeture. À ce capteur, on est venu associer une technologie de géolocalisation. Donc deux types de technologies très rapidement, tout ce qui est zoning pour voir ce qui se passe sur une zone, toutes les applications dont on parlait tout à l'heure, géofencing, et aussi de la géolocalisation temps réel, donc triangulation, qui sont exactement finalement du GPS d'intérieur. On pose un certain nombre d'antennes et on va pouvoir par rapport à ça se localiser de manière très précise à quelques centimètres près, n'importe où sur un site industriel. Donc deux technologies qui peuvent être ou complémentaires ou fonctionner de manière indépendante en fonction encore une fois du processus que vous voulez suivre. Concrètement, ce que ça va faire, comment ça se met en œuvre, les applications très concrètes, c'est que ça va venir moderniser, on peut moderniser le suivi des flux matières. Donc sur la partie kitting, ça va être tout ce qui est sujet de peak to light, put to light. Donc vous savez, tous les systèmes qui s'éclairent et qui guident l'utilisateur. Tous les systèmes de géolocalisation, donc j'en ai parlé, RTLS ou suivi automatique de processus. Simplement en déplaçant la matière, le système déduit automatiquement l'état d'avancement de la production. Les systèmes d'alerte, donc on a parlé tout à l'heure, alerte et approvisionnement, donc tout ce qui est bouton, informer qu'il y a un arrêt, que vous avez une urgence, que vous n'avez plus de consommables. Ça, vous allez pouvoir le faire de manière très simple en mettant ces IoT à l'endroit qui compte pour vous. Et l'usine digitale, la dernière application, donc tout ce qui est Kanban digital, avoir utilisé la partie interactive, les écrans, pour pouvoir interagir directement avec les utilisateurs et apporter de l'information de manière dynamique. Une application étiquette sans fil. Oui, l'exemple Pick to Light, pour que vous puissiez bien voir, un Pick to Light, ça ressemble à ça. Un Pick to Light traditionnel, c'est des étagères filaires sur lesquelles tous les emplacements, sous chaque emplacement, vous avez des lumières et vous posez vos bacs dessus. Quand une commande arrive, eh bien l'ordinateur, votre système d'information déduit automatiquement quel composant est dans quel bac et va vous allumer chaque emplacement. L'idée est géniale. Le problème, c'est que la plupart des solutions, la majorité des solutions sont comme celle-ci, c'est-à-dire étagères filaires, emplacement fixe, avec une quantité minimum d'étagères. Avec notre solution, tout simplement, vous avez la flexibilité parfaite, c'est-à-dire que vous fixez directement sur les bacs, donc vous n'utilisez que les emplacements qui vous intéressent. Vous n'avez plus de problème d'espace, c'est-à-dire que si le bac de gauche vous intéresse plus que le bac de droite, eh bien vous pouvez tout simplement les déplacer sur votre poste de travail, alors que dans le cas précédent, vous devez tout reconfigurer de manière informatique. Et puis vous pouvez avoir ça là où vous voulez, dans une zone de préparation, sur un poste de travail, sur une chaîne de montage, où vous voulez. Pas de contrainte, aucune contrainte, vous êtes totalement libre, vous bénéficiez des avantages du sans fil. Donc agilité maximum, positionnement libre, optimisation en temps réel de la solution. C'est-à-dire que par exemple, on l'a déjà constaté ça chez des clients, au fur et à mesure qu'ils sont en train de monter un nouveau produit ou un produit, ils constatent que finalement ils vont plus consommer tel produit que tel autre. Et bien là, tout simplement, l'opérateur déplace son bac et puis il va gagner tous les temps d'aller-retour. Et ça, il peut le faire en direct. Et enfin, des améliorations qui sont possibles sur n'importe quel poste de travail, j'en parlais tout à l'heure, étagère ou poste. C'est une solution qui est, donc là un exemple de mise en œuvre, mais c'est une solution qui est complètement évolutive, donc on va avoir plein de cas d'application. Les boutons d'alerte sans fil, vous devez en croiser beaucoup sur les sites industriels, donc tout ce qui est allumé des colonnes lumineuses, tout ce qui est étiquette industrielle sans fil, voilà, vous posez ça sur vos consommables et vous pouvez avoir des solutions digitales ou tout simplement des capteurs de géolocalisation. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, je pense que c'est vraiment comme un Lego, c'est que vous avez des briques fondamentales et ensuite vous allez pouvoir les utiliser, les mettre en œuvre comme vous voulez et alors bénéficier de cette modularité de la solution IoT pour pouvoir vraiment pousser à fond la modernisation de vos traitements de flux matière, enfin de vos suivis de flux matière. Et le dernier avantage qui nous semble très important, c'est que c'est une solution éprouvée par des grands groupes, mais qui est aussi adaptée aux PME. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple tout à l'heure de l'armoire Pick to Light, voilà, vous avez certaines dimensions, comme beaucoup de solutions technologiques, vous allez devoir avoir un minimum de commandes, enfin une certaine taille critique de projet. Avec des solutions comme celle-ci, vous pouvez démarrer dès le plus petit projet.
Vous avez un poste de travail, comme vous voyez, vous pouvez le faire. Vous avez des centaines de postes de travail, ça marche aussi. Vous pouvez le développer petit à petit, dérouler en masse, vous l'organisez, le déployer comme vous voulez. Dans tous les cas, vous allez bénéficier du ROI qui est l'agilité. Ça amène forcément les gains de productivité et les gains de temps. C'est une solution, comme vous l'avez vu, multi-application et qui est clé en main. Donc une fois que vous l'avez, qui est facile à installer, il n'y a pas des millions de choses à faire. Vous la configurez, puis elle est partie, elle roule. Et elle est interfaçable avec des MES et des ERP où elle fonctionne aussi de manière autonome. Donc pareil, si vous êtes un grand groupe, c'est très intéressant parce que vous avez des outils métiers très performants. Vous allez pouvoir les connecter et gagner dessus. Vous êtes une PME, vous avez des petits outils où parfois vous n'avez pas d'outils, ça fonctionne quand même. Et vous allez pouvoir bénéficier des solutions et des gains. Alors peut-être pas aussi poussés qu'un SAP, bien sûr, mais par contre vous allez pouvoir bénéficier de gains de production, de productivité très importants. Voilà. Merci de votre temps et de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Bon, eh bien merci beaucoup. Merci.